Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission en direct de la Foire internationale et gastronomique de Dijon. Aujourd'hui, c'est la journée des jeunes espoirs de cuisine. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Stéphane Derbord. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors vous êtes président de ce concours des jeunes espoirs qui se déroule aujourd'hui. Quel est l'objectif de ce concours professionnel organisé par l'Amicale des cuisiniers de Côte-d'Or? Alors reprendre tout d'abord l'origine de ce concours qui existe depuis de très longues années. Le trophée Bernard Lavaux, qui était Bernard Lavaux, c'était un ancien professionnel qui travaillait à l'hôtel de la Poste à Vallon, mais il y a très longtemps. Lors, il avait 3 étoiles Michelin. Et après, il y a beaucoup de cuisiniers qui se sont reconvertis à l'enseignement. Et il était à ce moment-là professeur à Simone Veil à Dijon. Et on avait affaire à des professeurs qui étaient assidus et vraiment qui mettaient tout leur cœur, c'est un petit peu ça, très sévère, mais qui mettaient tout leur cœur pour que les élèves puissent réussir. Et il y avait d'ailleurs à ce moment-là, avec la salle, parce que je n'oublie jamais la salle également, M. Evrard, qui on peut rendre hommage, qui a consacré toute sa vie à la formation. Et tous ceux qui nous ont à ce moment-là accompagnés pour cette formation, comptent énormément. Un devoir de ne pas les oublier et de retranscrire un petit peu leur mémoire. Et puis c'est toujours d'actualité, un concours, n'est-ce pas? De redonner toutes les valeurs, de concentrer les valeurs sur la transmission, sur les jeunes, parce que les jeunes aujourd'hui, il y en a qui ont beaucoup de qualités. Après, il faut savoir les capter. Bien sûr, dans la vie, il y a beaucoup d'évolutions. L'évolution, à un moment donné, elle est positive. On ne va pas parler du passé. Le passé, c'était différent. Voyons plus, on va s'engager pour aujourd'hui et demain. C'est déjà pas mal. Donc, pour en venir aux jeunes, l'objet du concours, c'est de leur permettre de pouvoir s'exprimer. C'est des débutants, d'accord, mais on a toujours débuté à un moment donné de notre carrière. Et c'est de leur donner d'espoir, les mettre les pieds à l'étrier pour, pourquoi pas, par la suite, refaire des concours. Mais en tout cas, on leur a demandé, ne serait-ce que par le thème, qu'ils puissent s'inspirer, même s'ils sont jeunes. Ils ont quand même malgré tout une personnalité, et c'est de pouvoir affirmer cette personnalité. Et puis d'être là pour les accompagner, parce que bien sûr, il faut toujours un encadrement et un concours qu'on se veut quand même, je dirais, rigoureux. Voilà. C'est pas du spectacle, à un moment donné, il faut être rigoureux, de respecter, ça c'est important, tous les candidats par rapport à toute l'énergie, tout ce qu'ils ont mis un petit peu, toute leur tripes et tout, à un moment donné, il faut préserver cet environnement. Et alors, qui sont ces candidats? Quels sont leurs Alors, profils? les candidats, il y en a de plusieurs issues, dont un qui a gagné l'œuf en meurette à Vougeot, en tant qu'apprenti. Il y a Hugo qui a participé à Top Chef, d'autres qui sont néanmoins pas moins brillants. Il y a 2 jeunes filles également, parce qu'on retrouve de plus en plus de filles dans les différents concours, pourquoi pas, c'est comme le vin. Les métiers se féminisent. Et je dirais que c'est bien parce que il y a pas la même, je dirais, moi pour raccourcir, le masculin c'est toujours technique et endurant, alors que le côté féminin, on en a besoin pour la cuisine, c'était aussi là, depuis des lustres, la cuisine des mères, c'était important, où elles apportent leur touche féminine, c'est-à-dire avec beaucoup plus instinctive et plus délicate. Voilà, comme quoi à un moment donné, la cuisine c'est aussi la diversité par rapport au choix, mais aussi que ce soit au féminin ou au masculin, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas de les opposer, voilà, ça fait partie de l'ensemble. Mais en tout cas, 6 candidats brillants. Et alors pour ces candidats, quels vont être les challenges aujourd'hui? Alors, les recettes déjà. Déjà pour le thème, on a choisi tout d'abord l'œuf. Pourquoi l'œuf? C'est une recette qu'on a voulu rassurante, pas trouver un produit, l'œuf, quelque part, ça permet une multitude de manières de le préparer. Donc avec le crément de Bourgogne. Pourquoi le crément de Bourgogne? Parce qu'aujourd'hui c'est produit emblématique et on peut bien sûr avoir une
d'infinies recettes. Et ensuite, avec ces bases de produits, c'est qu'ils puissent faire une entrée selon leur inspiration. Parce que le but, c'est pas de les bloquer avec un panier. On n'est pas dans un examen, c'est un concours. Que chacun puisse avoir l'expression par rapport à ce qu'il imagine. Et donc, ce sera le reflet de la personnalité des uns et des autres. Voilà. Et je pense qu'on aura certainement de belles surprises. Ensuite, un peu plus classique, un carré de veau. Carré de veau avec 2 garnitures, une à base de pommes de terre et l'autre à base de légumes oubliés. Là, c'est pareil, avec une interprétation. On n'est pas dans le classique avec le carré de veau. Non, c'était que chacun fasse un petit peu en fonction de leur formation. Ça, c'est important. Hein. Certains établissements, bon, ils sont un peu plus classiques, créatifs, peu importe, mais c'est le candidat un petit peu qui gère la situation et d'amener l'aboutissement du plat comme il le souhaite. Voilà. Et donc après, on aura évidemment, après cet engouement pour le concours, il y aura bien sûr le moment de... La remise des prix ? Oui. Voilà. Comme je dis toujours, c'est pas de dire il faut un premier parce qu'il en faut un, non. Il faut, dans un concours, beaucoup d'intégrité et beaucoup de respect par rapport au travail qui a été effectué. Je pense qu'il faut être au plus proche quand même du résultat. Leur expliquer pourquoi. C'est un concours, la perfection n'existe pas. Ce n'est pas non plus un concours d'exception tel que le MOF. Hein. Là, c'est un concours pour le pied à l'étrier, pour un besoin d'avenir. Évidemment, qui dit concours, à un moment donné, tout le monde a le droit à l'erreur. Mais malgré tout, ce droit à l'erreur, il doit être quand même, à un moment donné, voilà, on doit toujours justifier un petit peu le positionnement des uns et des autres, et puis sachant qu'il y en a qui vont se détacher par rapport aux autres, et que le concours, c'est aussi ça, le challenge. Hein, on ne fait pas un concours pour qu'on finisse tous à la même place. Hein. Il y a ce côté un petit peu... voilà, on veut se battre pour avoir... pas pour être le meilleur, mais pour celui qui a réalisé la plus belle recette. Et puis après, ils apprennent de leurs erreurs. Voilà, c'est aussi ça un concours. Mais c'est ça le but. Voilà. C'est de pouvoir après... certains en ont fait, d'autres pas du tout. Ça permet après d'évoluer. Et là, ils ont la chance d'avoir des commis de l'école de métier. C'est-à-dire que tout un ensemble comme ça par rapport aux jeunes, de se mettre en situation de concours, être avec un commis, gérer un commis, voilà, de les sortir un petit peu de leur milieu de l'enseignement et les remettre un petit peu dans la réalité, parce que bon, la réalité aussi aujourd'hui, c'est que dans nos affaires, il y a toujours le challenge, hein, de toujours réussir, évidemment. Hein. C'est pas qu'un travail, mais toujours un petit peu... Bon, il y a toujours l'aspect performance, mais bon, c'est ce qui permet d'avancer aussi, les performances. Hein. Oui. Moi-même, aujourd'hui, je me dis toujours, se donner la pression, c'est important, c'est indispensable. Elle est positive, à condition... Bon, voilà. La pression, on en a tous besoin, voilà. C'est important pour avancer. Le jour où on n'en a plus besoin, là, il faut se poser les questions. Hein. Eh ben, merci beaucoup Stéphane d'être venu sur notre plateau pour nous parler de ce beau concours professionnel. Merci. Donc après avoir parlé de cuisine, je vous propose qu'on s'intéresse au vin et plus particulièrement au vin bourguignon et au climat. Le vin étant l'invité d'honneur de cette 92e édition, chaque jour nous lui consacrons une rubrique spéciale. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Bertrand Gauvry. Bonjour Bertrand. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général des Climats de Bourgogne et notre équipe est allée tourner donc en avril dernier quelques images près du Clos Vougeot. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en direct, en commentant ces images, ce qu'est un climat de Bourgogne ? Tout à fait. Un climat, c'est le modèle de viticulture typique bourguignon et la définition de climat, vous le voyez à l'image, c'est une parcelle de vigne qui est très bien délimitée, on le voit les contours. Cette parcelle de vigne, elle va faire l'objet d'une vendange séparée, elle va être vinifiée séparément également, c'est-à-dire que le vin qui va être produit a pour origine obligatoirement sa parcelle d'origine et va porter exactement le même nom. Donc c'est là notre spécificité, c'est d'avoir le nom de la parcelle sur la bouteille. On le voit sur ces images, c'est même encore plus compliqué parce que vous voyez des nuances de couleurs parce qu'à l'intérieur d'une même parcelle, d'un même climat, il y a plusieurs vignerons. Donc pour nous, c'est l'appellation qui est importante, le millésime et le nom du propriétaire et le nom du climat.
Alors, quelle est justement l'originalité du site des climats de Bourgogne? Alors c'est ça, c'est ce modèle de viticulture qui pour nous ici, bourguignons, ça nous paraît une évidence, mais il faut savoir que c'est unique au monde. C'est le modèle qui a été le plus poussé de traçabilité du vin. On appelle ça un vin de lieu, de terroir, mais de lieu surtout, où le nom va suivre toute la chaîne de production jusqu'au vin. Et ça c'est unique au monde sur une telle ampleur, c'est-à-dire que là c'est la Côte de Beaune et la Côte de Nuits qui sont inscrits au patrimoine mondial. C'est quand même 60 km de long, de Dijon jusqu'au Marange au nord de Saône-et-Loire. Et toutes ces parcelles-là ont été définies depuis parfois plusieurs centaines d'années. On parle du XVIe, XVIIe siècle, la création des climats et de ce parcellaire. Et c'est toute cette construction historique qui est la spécificité. Petite nuance aussi, c'est que ce n'est pas qu'un modèle d'agriculture, c'est un modèle culturel. On est inscrit au patrimoine mondial en tant que paysage culturel, c'est-à-dire un mixte entre évidemment le travail de l'homme sur son terroir et sur sa terre, mais également toute une construction sociale, culturelle, la création des villes et des villages sont totalement inscrites au patrimoine mondial parce que les villages sont des villages viticoles où on produit le vin, on n'est pas dans des châteaux bordelais qui est un autre modèle, on produit dans les villages, la vendange rentre encore dans les villages, les pressoirs sont présents, les cuveries et c'est une spécificité, c'est l'ensemble de ce territoire qui vit au rythme de la vigne. On le vit évidemment à la foire gastronomique, mais tout au long de l'année avec des événements qui arrivent, la vente des vins et autres. Donc voilà, donc nos spécificités, c'est d'avoir ce modèle de viticulture, d'avoir une culture avec des villes et des villages qui sont inscrits. Donc Dijon, les Gevrey, Nuits, Beaune sont inscrits au patrimoine mondial. Et le volet culturel, social, jusqu'à la vente des vins, jusqu'à la confrérie du tas de vin, est inscrit aussi au patrimoine mondial au titre matériel, donc ce qui est assez extraordinaire. Donc c'est toute cette culture locale qui est inscrite au patrimoine mondial. Oui, c'était en 2015, c'est ça? Oui, c'était en juillet 2015, après 10 ans de travaux de recherche scientifique. Parce que ce n'est pas un label, ce n'est pas la notoriété qu'on recherche, c'est montrer qu'on est sur quelque chose qui transcende les frontières, qui est universel et que ça nous dépasse un petit peu. C'est-à-dire l'inscription au patrimoine mondial, c'est montrer que ce patrimoine qu'on a sous les yeux, urbain, viticole, ce parcellaire, il appartient à tout le monde, il appartient au monde entier et on le sait, on est ici à Dijon, on le sait à Beaune, on le sait sur la totalité de la côte. Cette notoriété, cette attractivité touristique, voilà, c'est cette culture qui plaît à nos visiteurs. Et justement, oui, est-ce que vous avez remarqué, depuis cette reconnaissance au patrimoine de l'UNESCO, qu'est-ce que ça a permis? Donc, il y a eu une évolution Alors, il y a une évolution. La première, celle qui est recherchée, n'est pas forcément celle qu'on a en esprit. L'objectif de l'UNESCO, c'est surtout pas de développer à outrance un site. C'est pas forcément ce qu'on entend parfois, d'augmenter la fréquentation touristique. On n'a pas forcément envie de voir débarquer des bus entiers de touristes tout dans à nos fait. vignes. Mais c'est un patrimoine qui est reconnu maintenant exceptionnel, unique au monde et qui doit être préservé pour les générations futures. La demande de l'UNESCO, c'est protégeons ce patrimoine. Chez nous, faisons-le vivre aussi, parce que c'est un patrimoine vivant, mais on doit le transmettre aux générations futures. Donc toutes nos actions et le travail qu'on mène avec les collectivités, avec l'interprofession viticole, avec les entreprises, c'est de protéger et de le transmettre. Donc beaucoup de protection du paysage, des tissus urbains, secteur sauvegardé par exemple à Dijon. Voilà, c'est des travaux que les gens n'ont pas conscience, mais c'est vraiment notre mission, notre cœur de métier. Deuxième axe, évidemment, quand on parle de transmission, c'est de transmettre aux générations futures. Donc c'est d'avoir des outils de médiation. Vous avez la Chapelle des Climats qui vient d'ouvrir à la Cité de la Gastronomie, la Cité des Climats et des Vins qui va ouvrir l'année prochaine à Beaune, d'autres lieux d'interprétation. C'est de porter à connaissance aux habitants, aux visiteurs, aux touristes, c'est cette connaissance-là. Et le troisième élément qui est un peu particulier sur notre territoire par rapport à d'autres sites UNESCO, qui sont parfois des monuments un peu isolés, c'est que nous, je vous l'ai dit, on est un territoire vivant. Et ce qui est la principale force de ce territoire, c'est que le meilleur moyen de protection, c'est de continuer à rester vivant, actif, à répondre aussi à des attentes nouvelles, changement climatique, les problématiques environnementales. Et on œuvre aussi sur ces questions-là avec l'interprofession viticole et les collectivités pour que ce territoire vivant soit vraiment c'est le meilleur outil de protection. Évidemment, avec des précautions, des contraintes particulières qu'on se donne, mais on le fait de façon très collégiale autour des climats et ça, c'est très agréable de le faire avec nos partenaires. Merci beaucoup Bertrand Gauvry. Je vous propose qu'on parte maintenant du côté des Anides de Flavigny. Ah, très bien. Merci beaucoup. Merci. Pour
parler de ces délicieux petits bonbons Alani, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau Vanessa Labaume. Bonjour Vanessa. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Vous êtes donc chargée de communication aux Anis de Flavigny. Alors peut-être pour commencer, racontez-nous un petit peu l'histoire de ce bonbon. Avec plaisir. Eh bien, les anis de Flavigny, en fait, ce sont des petits bonbons, ce sont des petites graines d'anis qui sont enrobées de sucre pendant 15 jours et qui sont aromatisées. Alors, sur l'histoire, du coup. Le traditionnel, c'est à l'ani. Et en fait, c'est un petit bonbon qui nous vient des moines. Voilà. Les moines ont fabriqué ce bonbon, ils l'ont fabriqué dans l'abbaye de Flavigny. Et ensuite, ils sont partis à la Révolution française. Le savoir-faire a été transmis de génération en génération, de fabricant en fabricant. Et aujourd'hui, c'est la famille Trouba depuis 3 générations. Et voilà, on perpétue la tradition. Et alors, on peut voir en image peut-être la fabrication. Racontez-nous comment il est fabriqué, ce petit bonbon Alani. Eh bien oui. Donc, on va regarder ça, effectivement. Donc là, c'est dans la cour de l'abbaye. Tout un support pédagogique pour expliquer aux visiteurs qui viennent nous voir comment est fabriqué le bonbon, donc avec 3 ou 4 ingrédients. Et donc là, c'est l'atelier de fabrication, où là, les visiteurs peuvent rentrer directement. Ils peuvent effectivement sentir, entendre, et puis il y a le guide qui va expliquer tout le savoir-faire. Voilà, parce que c'est vrai qu'il faut 15 jours pour fabriquer un bonbon. C'est un process qui est assez long. Et donc, il y a aussi, après la partie fabrication, on va découvrir également toute l'histoire du bonbon, l'histoire de l'abbaye, l'histoire de la fabrique, du village. Et puis, il y a une dégustation d'anis à la fin, bien sûr. Et combien de visiteurs par an vous recevez? Alors, hors Covid, on était à 98 000 visiteurs. Oui. Donc, ça devait être en 2019. Donc, on espère qu'on va bientôt retrouver ces chiffres-là. Oui, ça revient tout doucement quand même. Tout doucement, oui. Et alors, donc, vous êtes situé dans un des plus beaux villages classés de France. Comment ça se passe? Vous exportez aussi dans le monde entier? Tout à fait. Nous, on fait 230 tonnes de bonbons par an et il y a 40% qui part à l'export. Donc c'est vrai que ça peut être varié. Ça peut être aux USA, en Asie, donc en Chine, au Japon, en Corée du Sud, en Europe bien sûr. Et ce qui est marrant, c'est qu'en France, on va beaucoup aimer en fait l'ani, l'original, comme on l'appelle. Mais par exemple, en Asie, ils vont préférer les anis à la rose. En Amérique, ce sera la violette. Ah oui, parce que vous avez diversifié, on n'a pas que des bonbons à l'ani, du coup, il y a plein de parfums. Voilà, on en a 13 en tout. 13 parfums. Alors vous avez quoi? Vous nous avez amené quoi? Eh bien là, j'ai anis, réglisse, eucalyptus, violette, menthe, citron, cassis. Et là aujourd'hui vous êtes donc à la foire gastronomique de Dijon. Vous êtes sur le stand donc de la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or, c'est ça, parce que vous êtes labellisé? Oui, voilà, on a été reconnu donc Savoir-faire 100% Côte d'Or. Parce que c'est vrai que nous, on est à Flavigny, on est dans l'ancienne abbaye, c'est ici qu'on fabrique depuis toujours les anis. Donc on a été invité sur une journée pour faire découvrir les anis de Flavigny, les faire goûter, et proposer aussi à nos visiteurs de venir nous voir. On n'est pas loin, on est à 1 heure d'ici, Flavigny et sa fabrique de bonbons. Merci beaucoup Vanessa pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis comme chaque jour. Je vous retrouve demain pour une nouvelle émission à 11h30. Et cette fois-ci, on parlera de la chasse avec l'invité d'honneur demain qui est la Fédération de la chasse de Côte d'Or.